bienvenue à cette conférence Mes parents, moi et mes écrans. Et nous avons aujourd'hui avec nous Magali Lavielle-Guida, qui est docteur en psychologie et orthophoniste. Et nous avons aussi également à côté de moi Franck Ramu, directeur de recherche au CNRS. Alors je vous propose peut-être qu'on commence par une question toute bête. C'est quoi les écrans ? Qui veut répondre ? Il m'a dit vas-y, alors j'y vais. Oui, en fait, on a fait exprès de se poser la question sur les écrans. En général, on préfère plutôt parler d'usage numérique dans l'idée où en fait il y a différents supports. Il y a la télé, il y a la tablette, il y a les smartphones. Il y a quantité effectivement de supports numériques et il y a quantité d'usages différents. Donc, rien que de poser cette question-là, l'excès d'écran est nocif ou toxique ou pas, c'est déjà une question qui est un peu faussée puisqu'il faut s'interroger sur quel type d'usage on fait et pourquoi. Je vais m'arrêter là. Parce que peut-être et quel contenu surtout, parce que finalement parler des écrans, c'est comme si on parlait du papier. C'est juste un support. Est-ce que le papier c'est bon ou c'est pas bon ? Je sais pas, ça dépend ce qui est écrit dessus peut-être. Voilà, les écrans c'est pareil, il faut s'intéresser au contenu qui est diffusé ou au type d'activité qui est faite dessus. Donc effectivement, tout discours général sur les écrans déjà est un petit peu voué à l'échec en vérité. Et de fait, après on va voir, il y a des études qui montrent que oui, ce qu'on va pouvoir en dire, ça va dépendre du contenu forcément. Alors moi qui suis parent, j'ai une question toute bête, est-ce qu'il faut compter le temps d'écran ? Et du coup, justement, si on veut commencer à... Donc c'est bien de quantifier les choses, bravo, parce que c'est très utile pour savoir ce qu'on fait, mais voilà, si on veut commencer à comptabiliser les choses, si on fait juste additionner tous les temps passés sur tous les types d'écrans et sur tous les contenus, forcément, on risque de mélanger des pommes et des poires, parce que tous les contenus ne se valent pas, toutes les activités ne se valent pas, et donc juste à additionner des temps, finalement, on ne sait pas exactement ce qu'on mesure. Mais c'est vrai que la plupart des messages simples sur les écrans, finalement, se résument à parler d'écran et parler de temps passé dessus, et sans jamais parler finalement des contenus et des activités précises. Donc voilà, en première approche, on se dit oui, ok, comptons du temps d'écran, et peut-être que ça va montrer quelque chose, mais on voit tout de suite aussi que c'est insuffisant en fait comme approche. Va falloir raffiner un petit peu. Oui, ce que j'ajouterais d'emblée, mais on y reviendra, c'est aussi l'idée que compter le temps d'écran, c'est surtout en fait dans l'intérêt de voir ce que ça vole, quel temps est volé à d'autres activités qui restent très importantes. Donc en fait, c'est pas tant la durée d'usage numérique que qu'est-ce qui est pour le coup pas fait pendant qu'il y a cet usage numérique et comment ça peut envahir un peu trop ou pas. Donc voilà. Donc regardez la vidéo de cette conférence, on décompte pas. Voilà, c'est ça, d'accord. Alors, comment peut-on savoir quels effets les écrans ont sur les gens ? Est-ce qu'il y a une méthodologie ? Voilà. Alors oui, bien sûr, il y a une méthodologie. Donc la méthodologie la plus simple, ça s'appelle la corrélation. Donc je mesure du temps d'écran, et puis je mesure des conséquences présumées de ce temps d'écran sur les enfants. Donc ça peut être un niveau de langage de l'enfant, ça peut être un quotient intellectuel, ça peut être des diagnostics psychiatriques comme du TDAH, des troubles du comportement, etc. Et donc on regarde la corrélation entre le temps d'écran et les différentes choses qui arrivent à l'enfant. Et donc quand on fait ça, on observe que immanquablement, il y a une corrélation. Et plus le temps d'écran augmente, et plus les scores de l'enfant baissent, et plus ses diagnostics augmentent. En gros, pour vous dire en une phrase l'ensemble des résultats de ce type-là. Et donc, effectivement, quand on regarde les corrélations, ça donne envie de pleurer, en fait. On se dit, oulala, il se passe quelque chose de terrible. Et donc, après, voilà, tout le problème, c'est que cette méthode-là, elle n'est pas terrible, elle ne vaut pas grand-chose. En tout cas, elle ne permet pas de vraiment répondre correctement à la question. Et d'apporter la preuve d'un lien de causalité, parce que finalement, c'est ça la grande question. Vous savez tous, en théorie, que corrélation n'est pas causalité, mais finalement, comment on fait pour prouver de la causalité ? Donc l'hypothèse qu'on veut prouver ici, c'est que, et d'ailleurs, si tu peux m'afficher la diapo, s'il te plaît, c'est le moment. L'hypothèse qu'on essaye de tester ici, c'est de savoir si
c'est l'exposition aux écrans ou à certains types de contenus sur certains types d'écrans qui cause quelque chose sur le développement cognitif de l'enfant, sur ses capacités cognitives ou sur son comportement, etc. C'est vraiment ça qui est en jeu. Et malheureusement, ce qu'on observe finalement dans beaucoup d'études scientifiques et dans tous les médias qui les relaient, c'est qu'on part de données qui sont purement des corrélations, et tout de suite, tout le monde saute à la conclusion, bah oui, c'est les écrans qui causent les problèmes. Mais en fait, ce n'est qu'une des possibilités d'interprétation de ce résultat. Il y en a d'autres, il faut en être conscient. Donc une autre possibilité, c'est que ça soit un lien de causalité dans l'autre sens. Donc par exemple, ça peut être le fait que les enfants qui sont les moins éveillés au niveau cognitif, ils vont être plus attirés que d'autres par les écrans. Ou peut-être certains types d'enfants, par exemple des enfants dans le trouble du spectre de l'autisme ou des enfants avec un trouble de déficit d'attention, peut-être ils vont être plus attirés par les écrans, ils vont avoir plus de mal à s'en déschotcher que les autres. Et du coup, bah, c'est les caractéristiques de l'enfant qui engendrent, qui augmentent ce temps d'écran, et donc on est dans un cas de causalité inversée. Voilà, c'est aussi une hypothèse possible, et ça pourrait être vrai. Et puis il y a aussi d'autres cas de figure possibles, où il y a d'autres facteurs qui se produisent en amont, et qui ont une influence à la fois sur les capacités cognitives de l'enfant et sur le temps qu'il va passer dans les écrans. Et ça, on sait que ça existe aussi. Par exemple, on sait que le niveau d'éducation des parents, ça a une influence à la fois sur le développement cognitif des enfants et sur le temps qu'ils vont passer devant la télé, par exemple, ou qu'ils vont passer sur les tablettes. Et donc, on sait que l'existence de ces facteurs qui sont là en amont, ça va déjà induire une corrélation entre les capacités cognitives et l'exposition aux écrans. Et du coup, on sait déjà à l'avance qu'une partie des corrélations qu'on est en train d'observer, elles sont juste dues à ce genre de facteurs qui sont cachés derrière. Et du coup, ça va demander un petit peu de travail aux chercheurs pour essayer de produire des données qui parviennent à démêler entre ces différentes hypothèses. Sachant qu'en plus, elles ne sont pas forcément exclusives les unes des autres. Les trois peuvent être vraies en même temps. Il peut y avoir des boucles circulaires comme ça. Donc, bon, il y a différentes méthodologies. Je ne vais pas vous barber avec la méthodologie, mais une possibilité, ça serait de faire, comme en médecine, un essai contrôlé randomisé. On attribue aléatoirement les enfants à toi, tu as 3 heures d'écran par jour et toi, tu n'en as qu'1 heure, et on voit si ça fait une différence. Bon, ça serait la méthode parfaite pour déterminer la réponse à notre question, mais on ne peut pas s'autoriser éthiquement à faire ce genre d'expérience, donc on ne les fait pas. Et les autres méthodes, c'est de se baser sur le même genre de données observationnelles que celles qui produisent les corrélations dont on a parlé, mais d'essayer déjà de contrôler statistiquement un certain nombre de facteurs dont on sait qu'ils ont un effet, donc par exemple le niveau d'éducation des parents, et puis d'utiliser des méthodes un petit peu rusées, on va dire, pour essayer d'isoler l'effet de causalité des écrans sur le développement cognitif de l'enfant. Des études comme ça, dans la littérature scientifique, il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'en connais une qui a fait vraiment bien les choses. Là, on en a vu une sortir il y a quelques jours, qui a un design causal moins bien, mais qui ajuste quand même pour beaucoup de variables confondues. Donc voilà, il y a tout de suite, si vous voulez, si vous ouvrez un bouquin d'un certain collègue de l'INSERM, vous voyez des milliers d'études qui vous montrent des corrélations entre exposition aux écrans et développement cognitif. Et puis si vous restreignez ça aux études qui ont une conception qui permet de montrer un effet causal, voilà, ça se réduit à 1 ou 2, peut-être 3 quand la nôtre sera publiée. Vous voyez, donc on se réduit à des données qui tiennent sur les doigts d'une main. Et quand on regarde ces études, on trouve encore un effet négatif de l'exposition aux écrans, de manière générale, surtout pour des hautes doses, donc on parle de plus de 3 heures par jour, donc évidemment ça commence à être significatif, mais ce sont des tailles d'effets qui sont quand même pas énormes non plus, donc l'idée que tout d'un coup, passer 2 heures sur un écran, ça va rendre votre enfant autiste, c'est pas du tout plausible non plus, il y a eu des gens qui ont fait des affirmations assez extravagantes sur le fait que les écrans étaient responsables en gros de tous les troubles psychiatriques constatés chez l'enfant. Non, c'est pas du tout. Peut-être ça peut être un petit facteur aggravant en plus, mais chez des enfants qui ont déjà des prédispositions pour ces troubles, ça n'est jamais la cause primaire du trouble. Et puis effectivement, il y a aussi cette question de... Peut-être si je termine ce long monologue, et puis Magali rebondira. Donc, il y a peut-être un petit effet négatif de l'exposition aux écrans, etc. Et donc après, la question, c'est aussi de se poser,
Mais alors cet effet négatif, est-ce que c'est un effet intrinsèque des écrans ? Parce que les écrans sont en soi toxiques, parce qu'ils pourrissent le cerveau des enfants, parce qu'ils agissent comme des drogues dures, ou parce que les contenus sont vraiment pas bons. Ou est-ce que c'est juste que, c'est, comme disait Magali, c'est du temps volé à autre chose? Parce qu'évidemment, personne ne conteste le fait que l'enfant, il a besoin d'entendre parler autour de lui si on veut qu'un jour il parle. Il a besoin d'interagir avec des êtres humains si on veut qu'il ait des compétences sociales. Voilà, il a besoin de bouger si on veut qu'il développe sa motricité. Et donc, évidemment, si un enfant qui grandit dans un environnement complètement appauvri, où il n'entend pas parler, où il ne parle pas, où il n'interagit pas, il ne bouge pas, oui, évidemment, il ne va pas se développer normalement. Donc, n'importe quelle activité, finalement, qui serait une activité unique et qui mobiliserait complètement son temps au détriment des autres activités, évidemment, ça va avoir un impact négatif. Et ça ne dit pas forcément que cette activité sur laquelle il a passé tout son temps, elle est intrinsèquement toxique. C'est juste qu'elle a pris du temps à des choses qui étaient plus enrichissantes. Magali ? Ce que je pourrais ajouter, c'est... Alors effectivement, je suis orthophoniste et je suis aussi psychologue et je suis aussi spécialisée dans l'accueil d'enfants qui présentent des troubles neurodéveloppementaux, dont des enfants autistes, et que l'autisme a été décrit depuis 1943, il n'y avait pas d'écran. Et donc, en fait, il y a vraiment cette idée que ce serait très, très toxique. Et moi, j'aime bien rappeler que quand même, l'usage des écrans permet aussi de mettre en place des outils de communication augmentés et améliorés. Donc, il y a des enfants qui sont peu ou pas verbaux, autistes ou pas, et pour lesquels on va mettre en place des outils de communication. Et donc, cet usage du numérique est très fonctionnel, très constructif, et va les aider à éventuellement développer du langage s'ils doivent développer du langage oral, mais surtout à communiquer plus efficacement. Donc, c'est vraiment cette idée de quel usage et quel temps est fait et le contenu. Et puis, pareillement, par rapport à cette thématique de table ronde, c'est moi, mes parents. Et donc, il y a aussi cette idée-là qu'effectivement, en dehors du temps, il y a qu'est-ce qu'on fait autour des écrans, parce qu'on peut aussi jouer ensemble sur des jeux vidéo, parce qu'il y a différents âges. Et puis, on peut aussi en parler, on peut aussi regarder des films, on peut aussi avoir des jeux éducatifs. Donc, en fait, il y a toute une diversité de contenus et de supports qu'il faut explorer. Et puis, il y a aussi le temps d'attention que les parents vont pouvoir apporter et d'interaction à leurs enfants par rapport à leurs propres écrans, parce qu'il y a aussi ce phénomène où en fait les parents vont être complètement captés par leur propre téléphone et vont plus avoir d'attention à porter à leurs enfants, et ça peut arriver. Et puis il y a aussi l'idée, pour certains, tu disais à juste titre que dans beaucoup d'études on montre que le niveau d'éducation et de catégorie socio-professionnelle des parents est souvent retrouvé quand il y a un effet d'écran. Il y a beaucoup de parents qui vont avoir différentes cultures et qui vont penser que en laissant l'enfant utiliser des outils éducatifs avec des apprentissages, ça va être bénéfique. Et donc, pourquoi pas? Mais si on informe ses parents que, du coup, interagir les chansons, quitte à ce que ce soit des chansons, autant les faire ensemble plutôt que de les regarder sur YouTube, il y a beaucoup de parents qui bénéficient aussi d'informations de cet ordre-là. Et cette infographie, on l'a réalisée au sein du Centre Ressources Autisme Île-de-France avec Bar Le Graff. Bar Le Graff, je pense qu'il est d'accord pour que je le dise, il est autiste. Et donc, il aimait bien la télé quand il était petit, il regardait beaucoup les dessins animés Disney, mais depuis, il est devenu infographiste. Donc, ça ne veut pas dire que les écrans envahissent son quotidien, c'est juste que c'est un support parmi d'autres et qui lui permet aujourd'hui d'avoir une activité professionnelle. Et en fait, ce qu'on a travaillé, c'était l'idée, effectivement, de pouvoir transmettre rapidement, donc elle est à disposition sur le site du Centre Ressources Autisme Île-de-France, l'idée qu'il n'y avait pas, en bas, là, vous pouvez lire, il n'y a pas d'éléments dans la littérature au sujet d'un quelconque rapprochement entre exposition aux écrans et troubles du spectre de l'autisme. C'est issu de la Haute Autorité de Santé en 2018, au moment où il y avait vraiment toute cette dynamique très alarmante sur la création éventuelle d'un lien évident entre les écrans et les troubles du spectre de l'autisme qui, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas encore avérés et le seront peut-être pas. Moi, j'aime bien être nuancée, donc pour le moment, on n'a pas d'études qui nous montrent ça. Et ce qu'on voulait souligner avec les personnes avec qui on a créé, donc il y avait aussi la documentaliste du CRAIF, c'était l'idée qu'effectivement, au sein du temps d'écran, il y a plein de supports différents, mais c'est important de faire des pauses. Et donc pendant ces pauses, c'est bien aussi d'interagir avec ses enfants et de commenter ce qu'on peut faire. Donc voilà, en dehors du temps volé, il y a aussi quelle qualité de temps on a autour de ces écrans-là, sans oublier tout ce qu'on peut faire d'autre.
et l'apport très bénéfique en termes de communication augmentée alternée, parce qu'avant on utilise encore parfois des supports qu'on appelle low-tech, donc crayon, papier, des échanges d'images, les signes, qui sont extrêmement fonctionnels et pertinents, mais l'usage du numérique permet à beaucoup d'enfants d'accéder très rapidement à la structuration d'énoncés en phrases et d'aider à, du coup, augmenter ses capacités grammaticales. Donc c'est vraiment cognitif. Donc voilà, il y a vraiment des usages qui sont vraiment intéressants à ce niveau-là. Et je dirais même au-delà des outils de remédiation, finalement, il peut y avoir d'autres usages positifs des écrans, même dans des programmes télévisés. Hein. Il y a des programmes télévisés qui ont été conçus pour être éducatifs et dont l'effet positif sur le développement cognitif des enfants a été prouvé. Bon, c'était le cas de Sesame Street dans les années 70, la rue Sésame. Bon, voilà, les gens de notre âge ont connu, peut-être pas les plus jeunes, mais plus récemment, Dora l'exploratrice. Ça fait partie des programmes qui semblent avoir un effet causal sur le développement du vocabulaire chez l'enfant. Voilà, un effet positif, contrairement à d'autres programmes télévisés pour les petits. Donc c'est clair qu'ils ne sont pas tous bons non plus. Hein. Comme les Teletubbies. Voilà. Donc voilà, il y a du bon et du moins bon. Et évidemment, c'est le rôle des parents de faire preuve d'un petit peu de discernement et de faire la sélection pour les enfants, finalement. Hein. C'est important de ne pas regarder n'importe quoi et de ne pas faire n'importe quoi. Il faut que les parents qui eux, ont des idées sur ce qui peut être bon ou pas, ils exercent le choix. Et de même, comme le rappelait Magali, il y a aussi des études qui montrent que selon que les parents accompagnent le visionnage ou ne l'accompagnent pas, ça modifie l'effet. On peut avoir un effet positif quand le programme, quel qu'il soit, est l'occasion d'une discussion, d'une élaboration entre le parent et l'enfant, alors que sans ça, l'effet est nul ou négatif. Bon, donc en tant que parent, je suis rassuré, parce que moi, mes enfants, ils ont regardé beaucoup Dora l'exploratrice. Et du coup, je me pose la question, s'ils n'avaient pas regardé ça, mais autre chose, quels sont les effets aujourd'hui qu'on observe sur les jeunes enfants en termes donc sur le développement des jeunes enfants, justement? Ouais, ça, je pense que on a pas mal couvert. Donc, à la fin, je dirais, ça dépend des contenus. En fait, finalement, ce que je vous ai dit, c'est il y a un effet légèrement négatif sur le développement cognitif. Une fois qu'on a bien contrôlé tout, etc., il y a un effet légèrement négatif. Mais en fait, on est assez proche de zéro. Et pourquoi on est assez proche de zéro ? Parce qu'on est en train de moyenner des effets positifs et des effets négatifs, tout simplement. Et donc, après, ça dépend du dosage qu'on a entre les différents types de contenus et les différents types d'usages. Si on pourrait rajouter, parce que je pense qu'on n'a pas de diapo dessus, vous avez dû voir passer forcément des extraits de petits bonhommes très mal dessinés parce que les enfants avaient regardé la télé, ça doit peut-être vous parler. Donc c'est une étude qui a été justement isolée et mise beaucoup en valeur par le collègue que tu dis de l'INSERM, dont on ne veut pas dire le nom, il paraît. Non, on peut le dire. Mais en attendant, cet extrait a beaucoup tourné, a été déformé en termes d'usage en disant que c'était une étude INSERM, c'est pas une étude INSERM. Enfin bon, du coup, on a réalisé un article qui est on vous met à la fin différentes ressources possibles si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez avoir des informations qu'on estime un peu fondées et fiables. Et la revue de l'approche neuropsychologique de l'enfant, les apprentis, voilà, l'ANAE, a fait un dossier spécial en juin de l'année dernière sur l'usage des écrans, l'usage du numérique et l'effet sur le développement. Et dans cette revue, on a réussi à insérer cet article de debunk où l'idée était de regarder cette fameuse étude, d'où elle venait, qu'est-ce qu'il en était de la méthodologie. Et en fait, quand on regarde, c'est une étude allemande. Les catégories socio-professionnelles des parents n'ont pas été contrôlées. Il y a un usage du tabac passif qui est complètement zappé dans tout ce qui circule par ailleurs. Enfin, en termes de méthodologie, pour le coup, il n'y a rien qui tient vraiment la route. Les statistiques sont bien pourries. Donc il y a des variables cachées derrière, quoi, c'est ça. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est à quel point ce petit extrait circule et marque vraiment très visuellement et très efficacement en disant regardez, avec écran, sans écran. Et alors qu'en fait, non, enfin, voilà, il faut vraiment regarder bien ce qu'il en est de cette étude. Et ce qui est aussi drôle, c'est que le même collègue, dans son deuxième livre, ne recite pas l'étude, mais dit que quand même, quand on connaît cette étude, on voit à quel point c'est robuste l'effet néfaste des écrans. Et donc on se dit qu'il n'a pas dû la lire quand même. Oui, ah bah non, on peut répondre aux questions maintenant.
En fait, cette étude, elle a été menée par 2 pédiatres allemands. Alors, juste, je vais reformuler la question parce qu'on ne va pas l'entendre sinon. Pardon. Donc, l'effet du tabac, c'est ça? Est-ce que ça... C'était un peu l'idée des pédiatres allemands qui ont. En fait, c'est un article qui a été publié dans une revue d'association de pédiatres d'un État allemand. Voilà, donc c'est vraiment pas un peer review du tout. Et ces pédiatres-là pensaient effectivement étudier l'effet du tabac. Enfin, je suis en train d'avoir un manque du mot. Voilà, du tabagisme passif dans la salle où les enfants dessinaient. Mais ça n'a pas été bien contrôlé non plus. Donc, voilà, si ce n'est que ça, c'est complètement oublié dans les extraits qui circulent par rapport à l'éventuel effet des écrans. C'était pas seulement ça qui était voulu être étudié, qui n'est pas bien étudié non plus. C'est même pire que ça, c'est que dans certaines images qu'on vous montre, il y a une ligne qu'on vous présente comme étant les dessins faits par les enfants qui consomment trop d'écran, alors qu'en fait, c'est les dessins faits par les enfants qui sont exposés à trop de tabagisme passif. Enfin, l'image a en plus été trafiquée par certaines personnes au cours de la communication. Donc, déjà, sachant que l'image était déjà biaisée dans l'article original. Donc, c'est vraiment, donc tout ça pour dire que, voilà, en termes d'effets sur les écrans, on a, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas d'indication sur l'effet, sur le graphisme, voilà, et sur le dessin. Et sur la santé mentale des adolescents, est-ce que là, on a un effet? Alors, donc là, on passe à une toute autre question. Jusque-là, on était les effets des expositions des tout-petits sur leur développement. Et effectivement, il y a un deuxième sujet qui inquiète beaucoup de monde, peut-être à juste titre, qui est, voilà, les adolescents, on le sait, ils sont tous scotchés sur leur téléphone. Et par ailleurs, on voit qu'ils ont l'air d'être assez malheureux et d'être de plus en plus malheureux. Et donc, il y a à nouveau une corrélation, en fait. Et parce que finalement, ça a démarré... Enfin, il est vrai que les indicateurs de santé mentale des adolescents sont plutôt en chute libre depuis les années 2010 environ. Et voilà, et c'est à peu près la période à laquelle sont apparus les smartphones et Facebook. Donc, voilà, on a à nouveau une corrélation. Il y a 2 choses qui sont produites à peu près ou qui ont démarré à peu près au même temps. Et donc, voilà, quand on voit une telle corrélation, des choses qui coïncident de manière temporelle comme ça, on a une envie terrible de penser que les 2 sont liés de manière causale. Mais voilà, on sait que ce n'est pas forcément vrai. Et donc, à nouveau, il y a beaucoup d'études voilà, qui montrent des tas de corrélations négatives entre l'usage des réseaux sociaux, par exemple, et la santé mentale des adolescents. Mais à nouveau, est-ce que c'est parce que les adolescents, ils sont tout seuls et malheureux qu'ils vont passer plus de temps sur les réseaux sociaux plutôt que d'être au bar avec les copains? Ou est-ce que c'est le contraire? C'est extrêmement difficile à savoir. Je ne connais pas d'études qui résolvent bien la question avec une bonne méthodologie causale. J'en connais aucune, voilà. Il y en a des centaines qui sont publiées, mais il n'y en a aucune qui répond à la question correctement. Voilà, il y a des indices, etc. C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire. Il y a un bon article, mais il est en anglais, qui a été écrit par Stuart Ritchie là-dessus, pour ceux qui veulent lire en anglais. Mais ouais, pour l'instant, on est juste dans la corrélation. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un vrai problème de santé mentale des adolescents et des étudiants actuellement, qui en plus a été aggravé par les confinements. Donc, il y a un vrai problème à résoudre. Je ne sais pas exactement quelle en est la cause et quelle va en être la solution. Certaines applis sur certains écrans peuvent aussi faire partie de la solution, parce que maintenant, il y a des psychiatres un petit peu malins qui ont conçu des chatbots, par exemple, pour essayer donc, comme on appelle ça, des agents conversationnels pour dialoguer avec des personnes déprimées, par exemple, qui peuvent avoir un effet positif. Donc voilà, il ne faut pas tout jeter non plus, mais il faut regarder ça de manière un petit peu prudente, ouais. Oui, de même, il me semble qu'il y a quelques études qui montrent que les adolescents bénéficient de pouvoir être en contact avec leur père grâce aux réseaux sociaux. Et donc, il y a effectivement, là encore, à affiner. En fait, on n'a pas tous les éléments. Ce qui est sûr, c'est que c'est important de réussir à réguler le temps d'usage. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué avec les ados, parce que la régulation, c'est ce qui est compliqué avec les ados en général, quand même. Oui, c'est vrai que c'est important aussi
ne pas oublier tous les bénéfices que les technologies nous ont apportés. Hein. Avant, quand quelqu'un était éloigné de 100 km, eh ben, on n'avait jamais de ses nouvelles. Enfin, on avait de ses nouvelles par courrier. Ça prenait des jours ou des semaines ou des mois quand il était à l'autre bout du monde. Bon, aujourd'hui, on garde le contact avec ses proches de manière instantanée et quotidienne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tous nos ancêtres auraient rêvé d'avoir ces outils-là, hein, quand même, pour rester en contact avec les personnes perdues de vue, que parfois on revoyait jamais les enfants de sa vie. Hein, c'est quand ils partaient étudier à l'étranger. Bon, enfin voilà. Donc ça apporte des choses et en fait ça réduit aussi quand même la solitude, ça augmente le contact social. C'est ça qui est paradoxal, c'est que quand on regarde les gens utiliser leurs outils, ils sont tout seuls devant leur écran, mais en fait ils sont connectés à plein de monde aussi. Donc oui, c'est un petit peu ambivalent comme effet. Et je pense qu'il y a peut-être un usage sur lequel il y a de bonnes raisons de penser que quand même il y a des effets négatifs. C'est certains usages des réseaux sociaux qui pousse beaucoup les ados à se comparer aux autres et à se comparer à des standards, notamment des standards physiques un petit peu inatteignables. Bon, mais en vérité, la presse féminine fait ça depuis longtemps aussi, hein, avec des photos de mannequins qui n'existent pas. Mais donc, voilà, certains usages des réseaux sociaux où à la fois les ados se comparent à des modèles qui sont inaccessibles pour eux, et puis après, bon, des phénomènes de groupe aussi, de harcèlement, etc., mais bon, qui peuvent exister aussi dans la vraie vie. Donc ça, bon, on est à peu près sûr que ça a des effets qui ne sont pas très positifs, hein, évidemment, et il faut trouver des moyens de lutter contre ces effets. Oui, justement, on a eu exactement ce sujet 2 heures avant ici dans cette salle. Vous irez revoir la vidéo sur le site du REC, rec-toulouse.fr, si vous voulez, pour la revoir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on la postera, par contre, hein. Il va y avoir beaucoup de vidéos. D'accord. Je pense qu'avant de prendre des questions, on va se poser quand même une dernière question. Comment on gère mieux le temps d'écran, finalement? Comment on fait pour mieux gérer ce temps d'écran? Bon, je peux commencer. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que voilà, tous nos écrans, enfin tous nos appareils, ce sont des outils. Ce sont des outils qu'on a inventés pour nous servir. D'une certaine manière, c'est nos esclaves des temps modernes. Voilà. Il y a 2000 ans, si on était riche, on pouvait avoir des vrais esclaves. Aujourd'hui, on ne s'autorise plus à avoir des vrais esclaves humains, mais on a des esclaves technologiques. Bon, et ben voilà, on a des esclaves, c'est formidable, ça nous permet de faire plein de choses que nos ancêtres ne pouvaient pas faire. Il faut les utiliser à bon escient, tout simplement. Et surtout, il faut s'assurer que nous restons les maîtres. Et que ce n'est pas eux qui deviennent les maîtres et nous nos esclaves, parce qu'il y a aussi un petit peu ce danger-là, et notamment avec toutes les notifications, c'est de finalement laisser se contrôler totalement son propre comportement par nos outils. Et à chaque fois que l'outil appelle, ben on y va. Donc on lui obéit. Il appelle, on répond à l'ordre et on y va. Donc c'est important de réfléchir soi-même à son propre usage et d'enseigner aux adolescents qui découvrent ces usages à bien les maîtriser et de se dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur cet appareil, quel service j'ai envie de lui demander, quel temps j'ai envie d'y passer, et de réfléchir à comment je contrôle mon usage pour ne pas me laisser embarquer dans une inversion complète des rôles où c'est lui le maître et c'est lui qui me dicte comment je dois me comporter. Voilà, donc, et évidemment, il y a des trucs pour ça. On peut désactiver toutes les notifications, on peut se fixer des temps d'usage, et puis quand on veut se concentrer sur quelque chose sans être interrompu, eh ben on l'éteint ou on le met en mode silencieux, et puis on le met dans une autre pièce pour pas être distrait, ne serait-ce que par sa vision, et être tenté d'aller regarder sur Facebook, etc., etc. Donc ça, c'est des trucs comportementaux, tout bêtes, mais c'est important d'y penser parce que ça peut sauver la vie des fois. Il y a des applis, dans beaucoup de smartphones, il y a des applis de temps d'écran où on peut même fermer l'usage. Il y a une dimension qui me semble aussi intéressante, qu'on n'a peut-être pas assez parlé, c'est l'éducation numérique de certains parents qui n'ont pas tous la connaissance des usages. Et pour ça, il y a les médiateurs numériques qui font un gros travail d'information dans les médiathèques, de manière à ce que les parents puissent aussi avoir une bonne connaissance des réseaux, des usages, d'Insta et compagnie, comment on peut, à la fois pour pouvoir interagir avec leurs
leurs ados, mais aussi pour pouvoir du coup poser des limites. Et en fait, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que de la même façon qu'on ne laissera pas son ado faire 8 heures de sport par jour pendant 3 jours, il faut qu'on arrive à poser une limite sur l'usage du numérique. Voilà. Et après, c'est plus dur parce que le numérique, il est dans la poche, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense que voilà, ça dépend aussi de ce qu'on veut vivre en famille et comment on peut réussir. Mais ça nécessite effectivement de cadrer, de poser des limites et aussi un tout petit peu de montrer l'exemple. Il y a quand même une éducation, voilà, modèle à montrer. Et donc, si on est sans arrêt à table en train de regarder soi-même son téléphone, il y a vraiment sûrement des temps qui sont par exemple les temps de repas où on peut déterminer qu'il n'y a pas à avoir un écran. Alors bon, je sais, il y a des gens qui mangent devant la télé allumée, par exemple, c'est depuis la nuit des temps, et on ne s'est jamais interrogé sur l'effet que ça pouvait avoir. Et enfin, si, c'est pas vrai. Il y a des études qui montrent que d'ailleurs, ça a un effet qui est pas bon. Pardon. C'est des anciennes études, mais et donc en fait, voilà, tous ces temps qui sont à privilégier en termes d'interaction, d'échange et de partage, bah, autant essayer du coup de mettre à l'écart les écrans et d'essayer de poser des temps d'usage possibles et d'autres pas, y compris en utilisant les applis qui permettent de les limiter ou de les mesurer. En tant que parent, je vous fais un court témoignage, et puis je vais vous donner aussi la parole à vous tous. Donc moi j'ai une ado qui est maintenant majeure depuis 2 ans, et donc j'utilisais avec mes enfants donc le contrôle de temps d'écran de la famille, donc très facile sur smartphone aujourd'hui, et je reçois toujours aujourd'hui des demandes. Alors qu'elle a 20 ans, des demandes de temps d'écran. Et un jour, je lui ai dit, mais comment ça se fait que je reçois? Et elle me dit, mais parce que j'utilise pour moi, en fait. Comme ça, je sais que... donc, elle l'utilise elle-même, voilà. Et, moi, je l'utilise, ouais, je regarde combien de temps j'utilise. Il y a des fois où je ferme complètement tous les usages, quand c'est les vacances. Et du coup, est-ce qu'on peut l'utiliser comme ça? Les ados peuvent l'utiliser pour eux-mêmes, en ayant conscience sans... Oui, ça relève de l'autodétermination, c'est-à-dire à la fois de transmettre en termes d'éducation. Au départ, on pose les limites, et puis après, ils réussissent à se les approprier. Et c'est exactement ce que tu disais en termes d'outils. Ça reste un outil. Et du coup, c'est même un outil pour aider à l'utiliser mieux. Ouais, non, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est trop vendu comme étant les parents qui contrôlent les enfants, mais finalement... ça les aide finalement à... L'idéal, c'est que ce soit eux qui réussissent à réguler, ça c'est sûr, parce qu'un jour ils vont être adultes et on cadrera plus. Une petite conclusion avant les questions, vous voulez? Non? C'est bon? Si, moi c'est pas une conclusion, c'est juste qu'on a oublié de rajouter un livre qui va paraître en juin dans la collection Mythes et Réalité, édité aux éditions Retz, qui, Mythes et Réalité, c'est vraiment l'idée justement de prendre chaque mythe autour des écrans et de voir ce qu'il en est au niveau des études internationales et de poser voilà, ce qu'il en est par rapport à la réalité. Et c'est un livre qui va être vendu à 9 € et quelques au profit de différentes associations. Donc voilà, on remettra peut-être... Et puis j'ai fait la pub pour mon blog, là en bas, donc, sur lequel il y a quelques articles sur les écrans, dont une simplification de celui qu'on a fait sur les fameux dessins des pédiatres allemands. Très bien, mais merci à vous deux. C'est pas fini. Ah. Le livre de Nicolas Poirel, là, il est vraiment très très bien parce qu'il est très pédagogique. C'est-à-dire en termes justement de comment comprendre une méthodologie robuste ou pas robuste. Il explique très clairement et donc c'est très accessible. Voilà. Merci. Je vais passer parmi vous pour prendre des questions. Nous avons déjà une première question ici. Bonjour, merci. Est-ce que vous avez parlé des indicateurs de santé mentale qui étaient en chute libre chez les adolescents? Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit un effet de diagnostic qui sont mieux faits, enfin, ou plus courants aujourd'hui qu'avant? Oui, très bonne question. Donc, pour certains diagnostics, c'est certain en fait. Donc, il y a des diagnostics, donc par exemple troubles du spectre de l'autisme, TDAH. Ça, on sait que donc pour le trouble du spectre de l'autisme, en plus, d'une part, les critères diagnostiques ont été élargis dans la dernière classification des troubles mentaux. Mais par ailleurs, ce sont des diagnostics qui sont de plus en plus connus, à la fois des professionnels de santé et des familles, et du coup la demande pour ces diagnostics augmente. Donc on sait que ces diagnostics augmentent quand bien même le nombre de cas réels n'augmente pas. Ou en tout cas, même si le nombre de cas réels n'augmentait pas, on sait que le nombre de diagnostics augmenterait simplement parce qu'on détecte plus des cas qui existaient déjà.
Donc ça, c'est vrai globalement pour les troubles neurodéveloppementaux. Donc j'ai dit autisme, TDAH, les troubles des apprentissages. Voilà, c'est les 3 grandes catégories qu'on détecte plus aujourd'hui, sans forcément qu'il y ait de raison de croire que le nombre de cas augmente. Après, quand j'ai parlé de santé mentale, je pensais plutôt à la dépression, aux troubles anxieux. Et ça, pour le coup, bon, ça fait... J'ai pas le sentiment qu'il y a le même problème de biais diagnostique. Enfin, oui, même quand on voit dans les échelles de symptômes, les symptômes augmentent. Donc, c'est pas juste que ces ados sont mieux adressés aux professionnels, je dirais. Il y a sans doute une augmentation réelle. Bonjour, désolé, j'ai plus de voix. On répétera la question. La question était sur les dessins animés, les ressources de jeux vidéo, par exemple. Vers qui se tourner pour avoir des listes pertinentes de médiums à conseiller. Donc, vers qui se tourner pour avoir des listes pertinentes de bons contenus, de bons jeux vidéo, etc. Les médiateurs numériques. Ouais. Voilà. Mais bon, cela dit, sur quoi se basent-ils eux-mêmes? C'est pas évident. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit Dora l'exploratrice, c'est bien. Parce que je connais une étude dans laquelle ils ont comparé 4 programmes pour enfants et Dora arrivait en tête. Mais maintenant, des programmes pour enfants, il y en a des centaines, et aucun d'entre eux n'a été évalué dans une étude scientifique. Donc, je suis incapable d'en dire quoi que ce soit. Et les médiateurs numériques non plus. Donc là, on atteint les limites de la recherche. Donc je dirais, là, faut que les parents les regardent, les programmes, et qu'ils utilisent un peu leur bon sens, quoi, hein. Est-ce que les personnages parlent bien, parlent du bon français, déjà? Est-ce que ça a l'air intéressant? Enfin, ouais, honnêtement, est-ce que ça communique des connaissances plutôt que juste des histoires toutes bêtes, quoi? Enfin, mais ouais, je ne saurais pas aller au-delà en termes de recommandations. Oui, non, je pense qu'il y a certains médiateurs qui ont fait un travail d'analyse de contenu, en fait, mais effectivement, il n'y a pas d'études qui vont être fondées, en tout cas pas encore, il y en a peut-être en cours, mais... après, il y a je crois que le site Open, OPEN, qui est l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, je crois, rassemble différentes sources, notamment aussi sur quelles sources. C'est-à-dire, ils ont essayé de faire des synthèses et ils proposent des pistes, notamment sur les dangers des écrans aussi par rapport au réseau, au harcèlement, mais aussi... à des contacts de pédocriminalité, ça existe aussi. Enfin, il y a plein d'usages comme ça déviants sur lesquels il faut aussi avoir une vigilance. Et eux, ils proposent pas mal de pistes. Et il me semble qu'il y a un onglet sur l'usage numérique qui pourrait être, on va dire assez positif, mais on n'a rien d'étudié vraiment finement. Ouais. Bonsoir, merci pour votre intervention. Petite question, les grandes peurs, moi je me souviens, il y a eu les mangas, ensuite il y a eu les jeux de rôle, puis les jeux vidéo, puis les films d'horreur. Aujourd'hui, on arrive aux écrans. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu face au même phénomène ou c'est juste une coïncidence pour le coup? Oui, en tout cas, le phénomène qui se répète, c'est les peurs et les paniques engendrées par les nouvelles technologies. Et c'était déjà le cas pour le train au 19e siècle. Hein, donc, bon, voilà, effectivement... Et les journaux dans le train, en fait. Les gens ne se parlaient plus. Et... Les journaux dans le train, ouais, ça, je ne savais pas. Donc oui, ça, c'est vrai que ça se répète. Et puis aussi ce biais de perception qui est de toujours penser que ça va plus mal qu'avant. Alors qu'objectivement, ça va plutôt mieux, globalement, avec des exceptions. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que ça va plus mal qu'avant, et puis on cherche un coupable, et ben le coupable, c'est le truc qui s'est passé juste avant, quoi, la nouveauté qui vient de surgir. Après, voilà, une fois qu'on a dit ça, il faut s'en méfier un petit peu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même des trucs qui peuvent survenir et qui pourraient avoir un effet vraiment négatif. Donc c'est quand même normal d'être un minimum vigilant, ouais, bien sûr. Vous avez mentionné un facteur qui me faisait tilt. Ouais, après, voilà, les jeux de rôle, ça m'a fait tilt les jeux de rôle parce que moi j'y jouais dans les années 80 et effectivement ça inquiétait beaucoup tout le monde. Et bon, en fait, titre. Ouais, non mais voilà, en gros, il n'y a rien de mauvais dans les jeux de rôle. Le seul problème, c'est le temps qu'on y passe en fait. Voilà, quand on est passionné par un truc, on va y passer beaucoup de temps. Et voilà, ça prend la place d'autres choses. Donc maintenant, voilà, au cours des années 80, les jeux de rôle ont été remplacés par les jeux vidéo. C'est pareil, si on y passe toute la nuit, on va manquer de sommeil. Hein, oui.
et ainsi de suite. Et pareil pour les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention à comment on répartit son temps entre différentes activités. C'est bien d'avoir des loisirs, il ne faut pas s'en priver, mais il faut arriver à gérer son emploi du temps, quoi. C'est ça vraiment l'essentiel. J'aimerais ajouter aussi l'idée qu'on a vu beaucoup dans les médias des orthophonistes ou des psychologues dire « mais regardez, nous, on reçoit des enfants qui ont des problèmes, c'est donc la preuve que… » Ben non, parce que par définition, si on reçoit les enfants dans nos bureaux, c'est qu'ils ont des problèmes. Alors après, on ne reçoit pas tous ceux qui ont un usage numérique différent, peut-être encore plus développé, et qui vont bien parce qu'ils ne viennent pas dans nos bureaux. Donc ça s'appelle un biais de recrutement, et puis pour certaines même un biais de confirmation, parce qu'ils sont tellement persuadés que ce sont les écrans que tout va être interprété de cette façon-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser la question de l'usage numérique et essayer d'aider à la régulation s'il y a besoin, mais en tout cas, il faut toujours penser, quand vous voyez dans les médias voilà, des professionnels dire « mais si, enfin moi je vois bien dans mes bureaux, j'en ai de plus en plus ». Oui, mais ce n'est pas tout à fait significatif parce qu'on a forcément, nous, une perception. C'est comme si les avocats disaient que le mariage fait divorcer. Ben, de fait, oui, eux, ils reçoivent davantage de personnes qui divorcent, ce qui ne veut pas dire que… voilà. Donc c'est important pour vous d'avoir ce regard critique par rapport à ce qu'on peut transmettre dans les médias, parce que c'est souvent quand même très alarmiste. Oui, et puis chaque décennie apporte sa panique. Et les médias eux-mêmes sont biaisés dans leur sélection de l'information, hein. Ils parlent des trains qui arrivent en retard et pas des trains qui arrivent à l'heure. Ils parlent des trucs qui font peur et pas des trucs qui rassurent. Il faut en être conscient aussi. Bonjour, merci pour cette conférence. Ça fait du bien. Nous, on intervient dans les collèges où on voit énormément d'élèves, où on parle avec eux énormément de ces questions des écrans et de leurs pratiques et de comment ils vivent ça. Et c'est vrai qu'on essaye de trouver un équilibre entre de la prévention, mais comme on ne sait pas, en fait, exactement, comme vous le disiez, les études et les conséquences de cette consommation et pour certains de cette surconsommation d'écran sur eux, on essaye de trouver le juste équilibre entre valoriser leur culture et pas la diaboliser comme on l'a pu l'avoir chez nous et en même temps leur dire que ça pourrait avoir des effets sur eux et qu'il faut qu'ils fassent attention. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on leur pose souvent la question des limites. Est-ce qu'ils se posent des limites eux-mêmes par rapport à ça? Comment ils vivent ça? Et il y en a souvent qui nous disent que oui. Du coup, l'apparition de TikTok, notamment, a été chez eux assez fort, en fait, où il y a vraiment un côté addictif, entre guillemets, et ils ont du mal, ils allument, ils ont du mal à s'en décrocher, et que c'est souvent sur cette plateforme où ils se disent, il faut que je trouve un moyen de m'arrêter à un moment donné, que je m'auto-régule, du coup, parce que ça me fait prendre du temps. Voilà, c'était une remarque. Et puis j'avais une question. Vous avez au tout début cité, vous nous avez dit que vous faisiez confiance à 2-3 études en fait sur ces questions des écrans. Est-ce qu'on pourrait savoir c'est quoi ces études, ou est-ce qu'on pourrait retrouver du coup ces références? Donc sur mon blog, j'en parle. Voilà, okay. La meilleure, j'en ai fait un article sur mon blog pour exposer ces résultats. Ok. Ouais, voilà. Et on ira voir ça. Et je me demandais, on cite parfois l'étude en interne qui a été faite par l'entreprise Meta sur Instagram et sur les jeunes filles américaines qui avaient sorti une employée d'Instagram du coup, qui devait rester en interne et qui l'a sorti en public. Savoir si vous l'aviez lu et si justement c'était plutôt assez fiable ce qu'il ressortait. Par exemple que du coup les jeunes filles américaines, c'était 1 sur 3 jeunes filles américaines qui consommaient Instagram étaient dans un état de dépression en fait par rapport justement à ce qu'elles suivaient et l'image qu'elles avaient d'elles. Merci. Alors moi, je ne l'ai pas vu, cette étude. Moi non plus. Après, je pense qu'il y a les phénomènes de comparaison, effectivement, qui sont accentués avec tous les visuels qui apparaissent. Donc, voilà, je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas... Et par ailleurs... Mais c'est tout à fait vrai que ça a l'air d'affecter plus les filles que les garçons. Oui. Et par ailleurs, je pensais à ces histoires de doom scrolling, là où effectivement, même nous, en tant qu'adultes, on cherche quelque chose et finalement,
d'une captation attentionnelle à une autre, on finit par passer beaucoup plus de temps que prévu. Donc il faut avoir cette idée effectivement que voilà, il y a quand même des dark patterns, il y a des choses qui sont programmées pour nous laisser sur les écrans, et donc je pense que ça fait partie de l'éducation d'expliquer et aux enfants et aux ados et nous d'être vigilants sur l'idée que on a quand même on est facilement capté au niveau attentionnel, et donc c'est un peu ce qui est différent avec le papier. De fait, c'est plus attrayant, et il y a des programmateurs qui travaillent au fait qu'on y reste parce qu'il y a de la pub, parce que ceci, parce que cela. Donc, mais une fois qu'on informe les ados, je trouve qu'effectivement c'est précieux votre travail, parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir eux autoréguler leur usage. Ouais. D'ailleurs, c'est pas mal de se rappeler ce qu'avait dit le PDG de TF1, Patrick Lelay, il y a quelques décennies maintenant, que son travail, c'était de vendre aux annonceurs du temps de cerveau disponible, notre temps de cerveau disponible. Et ce que faisait TF1 dans les années 80 ou 90, elle le fait encore, tous les médias le font, et les réseaux sociaux et toutes les applis sur les téléphones le font et l'ont professionnalisé encore plus, en fait, puisque eux, ils manipulent bien mieux ce qu'on voit, et tout est designé, effectivement, pour nous retenir le plus longtemps sur ces médias où on peut nous montrer de la pub, finalement. Hein. C'est ça qui se joue. Hein. Oui, merci pour cette intervention. Du coup, moi, j'avais des doutes un petit peu sur... j'ai des troubles de concentration, mais je ne suis pas diagnostiquée. Simplement, je passe énormément d'heures sur des écrans. J'ai un peu eu la passion Messenger quand c'était sorti adolescente. Et je suis jamais vraiment sortie de ça, mais au final, je pense que ça m'a beaucoup apporté, puisque j'avais des problèmes de communication à l'école, dans la réalité. Donc moi, ça m'a permis de canaliser beaucoup de choses, notamment mon côté très critique, analytique, que j'ai pu mettre là-dedans, dans des groupes spécialisés où on est accepté et tout ça. Je trouvais ça chouette. Mais du coup, j'ai toujours la question, est-ce que j'ai un problème de concentration ? Est-ce qu'il y a de la dispersion due à ces vidéos TikTok, notamment, des trucs tout le temps qui nous absorbent ? Ça, c'est une autre problématique. Le temps d'écran, il a réduit mon temps de lecture, mais du coup, c'est plus attirant d'apprendre aussi par des vidéos. Enfin, moi, j'apprends énormément de choses par des petits contenus rapides, mais comme c'est vulgarisé, est-ce que c'est vraiment... j'apprends vraiment quelque chose ou quoi. Donc voilà, j'ai un peu ce truc-là de est-ce qu'il y a de la perte de concentration ou est-ce que c'est juste une nouvelle manière d'apprendre, une nouvelle manière de communiquer. Et puis j'avais une autre question, c'était en fait, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais comment elle s'est renforcée la méfiance vraiment envers les écrans ? Est-ce qu'il y a eu des moments clés ? Bon, on a parlé de pédopornographie, des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a eu d'autres événements qui ont vraiment marqué cette croyance que les écrans peuvent flinguer la concentration, flinguer l'intellect des enfants, etc. Voilà, merci. Je pense qu'il y a vraiment aussi le fait que l'usage s'est développé de manière totalement exponentielle avec les smartphones. C'est vrai que, par exemple, il y a beaucoup de cliniciens qui ont alerté, aussi parce que dans les salles d'attente, là où les enfants avant coloriaient et puis regardaient des petits livres ou des revues avec leurs parents, finalement, ils étaient avec le smartphone et à regarder. Et donc, pour ma part, je ne suis pas sûre que ce soit si néfaste que ça, si c'est un petit dessin animé et qu'on en parle. Mais en tout cas, je pense que ça a été alertant de voir qu'on était tous, même nous, si tant est qu'on soit dans une file d'attente, on va sortir notre smartphone et regarder. On ne faisait pas ça avant, il y a longtemps, du coup. Donc je pense que c'est, par rapport à ce que vous disiez, est-ce que c'est un problème attentionnel ou est-ce que j'apprends ? Je pense qu'il y a les deux, en fait. Je pense qu'effectivement, on est en train de modifier nos capacités d'apprentissage et notre façon d'apprendre. Je pense que néanmoins, ça reste précieux de garder des temps de lecture, des temps d'apprentissage différents, pas que du visuel, pas que de l'image, parce que la lecture, c'est du traitement d'informations différents. Mais après, chacun privilégie ce qu'il veut dans ses temps de loisirs aussi. Ouais, moi, j'ajouterais que, je pense qu'il y a autant de potentialité d'apprendre par des vidéos sur TikTok ou je ne sais pas où que par des livres. Par contre, il se pose en vidéo et sur Internet exactement les mêmes problèmes qu'à l'écrit. C'est de sélectionner la source et de sélectionner des sources qui sont dignes de confiance pour l'information qu'elles vous transmettent. Et ça, bon,
Le problème se pose déjà sur le papier. Vous allez dans une librairie et les rayonnages médecine, santé, bien-être sont pleins de bouquins qui racontent n'importe quoi, majoritairement. Et c'est un gros problème déjà. Et ce problème, évidemment, il est encore amplifié sur Internet où il y a encore plus de n'importe quoi. Donc ce qui est important, c'est de sélectionner quelle information on va consommer en essayant d'avoir la meilleure qualité possible. Et ça, il faut y penser aussi quand vous êtes sur TikTok ou quand vous êtes sur YouTube et avoir en tête que c'est à vous de faire le choix. Ce n'est pas l'algorithme de le faire pour vous. Or, effectivement, quand on est dans un mode d'enchaînement continu de vidéos, c'est l'algorithme qui choisit pour vous. Et l'algorithme, il choisit la prochaine vidéo pour vous, pas pour la qualité de son contenu informatif, mais pour la qualité à retenir votre attention et à vous retenir encore quelques minutes de plus sur la plateforme. Donc, il faut en être conscient, éviter ces modes d'enchaînement automatique, donc désactivez-le sur YouTube, par exemple, et réfléchissez vous-même à qu'est-ce que vous avez envie de regarder, quelle information vous cherchez, et tapez vous-même les mots-clés dans le moteur de recherche. Au moins, c'est vous qui prendrez la décision. Après, qu'est-ce que le moteur de recherche va vous sortir? Bon, il va y avoir à boire et à manger aussi, mais donc à nouveau, il faut faire preuve de discernement, etc. Enfin voilà, c'est un peu le sujet des règles finalement. Exactement. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, en fait, je voulais réagir par rapport à une question qui avait été posée avant, mais vous avez en partie répondu, etc., etc. Donc, c'est complètement lié à ce que vous venez de dire sur... voilà, on a donc des algorithmes qui vont nous proposer des contenus les plus sensationnels, parfois les plus gore, les plus intéressants pour nous laisser captiver, qui, pour moi, à ce sens, c'est quand même bien différent des mangas ou des jeux de rôle qui, même s'ils avaient été créés pour être intéressants, n'étaient pas aboutis en ce sens de... voilà, là, on est quand même au summum de la technologie pour nous laisser scotcher avec TikTok à l'extrême du format le plus court parce qu'on sait que c'est celui qui va rester le plus. Et vous avez dit, voilà, à partir du moment où on explique ça, déjà, en fait, moi, je voulais savoir s'il y avait des études, des références qui montrent que quand on explique ça, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on est moins réceptif? Comme quand on nous dit il vaut mieux manger un fruit qu'une barre de chocolat, on va quand même manger une barre de chocolat parce que bon. Donc en fait c'est ça. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des études, des méthodes, des méta-analyses qui disent dans quel sens il vaut mieux l'expliquer aux enfants ou aux adultes, parce que je suis pas sûre que tous les adultes soient au courant. Et est-ce qu'une fois qu'on le sait, on arrête de le faire? Parce que pour moi il est là le principal danger, on va dire, par rapport à d'autres médiums. C'est une question super pertinente et je n'ai pas la réponse, je ne connais pas les études, mais ça me donne envie de les chercher, en fait. Je ne suis pas sûre qu'il en existe encore. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est vraiment important. Et après, disons, donc informer les gens, c'est bien, mais souvent, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas suffisant d'informer, c'est-à-dire que là, on est dans des habitudes comportementales, et si on veut faire changer les gens d'habitude, il suffit pas de les informer que leur habitude est mauvaise. Vous savez, les gens fument, même si on leur dit que c'est pas bon pour leur santé. Donc là, c'est pareil. Quand on veut changer de comportement, il y a quelques méthodes à acquérir. Voilà, pour changer d'habitude, il faut récompenser le nouveau comportement qu'on veut acquérir, etc. Et ça demande un petit peu d'effort, ça demande quelques trucs qu'on peut parfaitement expliquer aussi. Mais je pense qu'il faudra aller un petit peu au-delà de la simple information. Même si l'information est bonne à prendre. Oui, en effet, c'est l'idée effectivement de changer son schéma de comportement. Donc ça suppose déjà d'être informé et de l'expliciter en fait, de voir, parce que c'est un peu différent juste de savoir. Et après, tu disais c'est comme les gens fument, sauf que le tabac est addictif. On n'est pas encore certain que ces usages-là le soient tant que ça. On dit toujours que c'est une addiction, enfin c'est quand même pas tout à fait les mêmes fonctionnements. Voilà. Néanmoins, à ma connaissance, il n'y a pas encore d'études, mais je pense que c'est un point clé pour aider à la régulation. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'idée, par exemple, de supprimer la proposition automatique, la suggestion automatique, les vidéos qui se lancent, ça fait déjà une petite checklist de choses à faire pour au moins limiter l'emprise des algorithmes, on va dire. Voilà, merci beaucoup. Une chose que j'aime bien proposer en général, mais ça, c'est pas que pour les enfants, les ados, les parents, c'est plus pour une histoire de qualité de vie. C'est l'idée c'est un outil qui a été élaboré il y a très longtemps, qui s'appelle l'échelle des activités agréables, qui consiste qui comporte 48 items de toutes les activités qui peuvent être agréables. Alors, c'est une étude qui a été menée de mémoire en 1980 par des Suédois. Et l'idée, c'est de coter, est-ce que cette activité-là nous plaît? Alors, il y a une cotation en termes de qualité, d'agréabilité, et puis à quelle fréquence on a pu la faire dans les 30 jours qui se sont passés.
Et c'est pas des activités payantes ou je ne sais quoi, ça peut être lire, se promener dans la nature, voilà. Il y a des choses, il y a des items qui vont pas. Et en fait, on prend la mesure de combien il y a des tas de choses qu'on aime faire, qui sont gratuites, qui prennent pas forcément longtemps et qu'on ne fait pas. Et du coup, ça permet de poser la question de pourquoi. Bien souvent, c'est parce qu'on est resté scotché à regarder un truc qui nous intéressait pas plus que ça. Et donc, en fait, c'est aussi ça l'idée, c'est-à-dire qu'à la fois, et ça, on peut vraiment le faire aussi avec les enfants. Qu'est-ce que tu aimes faire et pourquoi tu le fais pas davantage et je pense que c'est vraiment l'idée de ce que tu disais, c'est-à-dire rester maître de ce qu'on veut faire, de la même façon qu'on peut aussi décider de ce qu'on met dans son corps, quoi, où on mange bien ou pas. Après, des fois, on décide pas parce qu'il y a d'autres troubles qui vont avec, mais du coup, c'est autre chose que juste le quotidien. Magali et Franck, merci beaucoup.